Certains lieux abritent des forces obscures et attendent qu'on les visite pour se déchaîner. Aujourd'hui, je vous propose 3 histoires qui se déroulent dans les pires lieux imaginés par Howard Phillips Lovecraft. Le Temple de Howard Phillips Lovecraft. Le 20 août 1917, moi, Karl Heinrich, comte von Hallberg-Ehrenstein, capitaine de corvette dans la marine impériale allemande et commandant du sous-marin U-29, je dépose cette bouteille et le présent récit dans l'océan Atlantique, en un point qui m'est inconnu, mais que je situe probablement vers 20 degrés de latitude nord et 35 degrés de longitude ouest, là où mon bâtiment repose, hors d'usage, sur le fond marin. J'agis ainsi parce que je désire porter certains faits insolites à la connaissance du public, chose que, selon toute vraisemblance, je ne survivrai pas assez longtemps pour accomplir en personne, car les circonstances qui m'entourent sont aussi menaçantes qu'extraordinaires. Elles impliquent non seulement l'immobilisation désespérée de l'U-29, mais encore l'altération de ma volonté de faire allemande d'une manière des plus funestes. Dans l'après-midi du 18 juin, comme nous l'avons signalé par radio à l'U-61 qui faisait route vers Kiel, nous avons torpillé le cargo britannique Victory, parti de New York à destination de Liverpool, par 45 degrés 16 minutes de latitude nord et 28 degrés 34 minutes de longitude ouest. Nous avons permis à l'équipage de prendre place dans les embarcations afin d'obtenir, pour les archives de l'amirauté, une bonne prise de vue cinématographique. Le navire sombra de façon fort pittoresque, la proue la première, tandis que la poupe se dressait très haut au-dessus des flots et que la coque plongeait à la verticale vers le fond de la mer. Notre caméra ne manqua rien, et je regrette qu'une bobine d'une telle qualité ne puisse jamais parvenir à Berlin. Après quoi, nous avons coulé les canaux de sauvetage à coups de canon, puis nous avons plongé. Lorsque nous sommes remontés à la surface, vers le coucher du soleil, le corps d'un marin fut découvert sur le pont, les mains agrippées à la rambarde d'une manière singulière. Le pauvre garçon était jeune, assez brun et fort beau, probablement italien ou grec, et sans aucun doute membre de l'équipage du Victory. Il avait manifestement cherché refuge à bord du navire même qui avait été contraint de détruire le sien, une victime de plus de cette injuste guerre d'agression que les chiens-porcs anglais livrent à la patrie allemande. Nos hommes le fouillèrent en quête de souvenirs et trouvèrent dans la poche de son manteau un très étrange morceau d'ivoire sculpté, représentant la tête d'un jeune homme couronné de laurier. L'autre officier à bord, le lieutenant Klenz, estima que l'objet était très ancien et d'une grande valeur artistique. Il le prit donc aux hommes pour le garder. Ni lui ni moi ne pouvions imaginer comment une telle pièce avait pu tomber entre les mains d'un simple matelot. Lorsque le mort fut jeté par-dessus bord, 2 incidents se produisirent, qui causèrent une grande agitation parmi l'équipage. Les yeux de l'homme avaient été fermés, mais tandis qu'on traînait son corps jusqu'au bastingage, une secousse les rouvrit, et beaucoup crurent, sous l'effet d'une étrange illusion, qu'il fixait avec insistance et dérision Schmitt et Zimmer penchés au-dessus du cadavre. Le maître d'équipage Müller, un homme âgé qui aurait dû se montrer plus raisonnable s'il n'avait été un porc d'Alsacien superstitieux, fut si bouleversé par cette impression qu'il suivit des yeux le corps dans l'eau. Il jura qu'après avoir coulé légèrement, celui-ci avait ramené ses membres dans la position d'un nageur et s'était éloigné sous les vagues à vive allure vers le sud. Klenz et moi goûtions fort peu ces manifestations d'ignorance paysanne, et nous réprimandâmes sévèrement les hommes, en particulier Müller. Le lendemain, l'indisposition de plusieurs membres de l'équipage créa une situation très gênante. Ils souffraient manifestement de la tension nerveuse provoquée par notre longue traversée et avaient fait de mauvais rêves. Plusieurs semblaient complètement hébétés et abrutis. Après m'être assuré qu'ils ne simulaient pas leur faiblesse, je les dispensai de service. La mer était assez mauvaise, aussi descendîmes-nous jusqu'à une profondeur où les vagues nous importunaient moins. Nous y trouvâmes un calme relatif, malgré un courant dirigé vers le sud, assez déroutant, que nous ne parvenions pas à identifier sur nos cartes océanographiques.
Les gémissements des malades étaient particulièrement agaçants. Mais comme ils ne paraissaient pas démoraliser le reste de l'équipage, nous ne recourûmes pas à des mesures extrêmes. Notre intention était de demeurer sur place et d'intercepter le paquebot Dacia, dont des agents de New York nous avaient signalé le passage. Au début de la soirée, nous remontâmes à la surface et constatâmes que la mer s'était apaisée. La fumée d'un cuirassé se dessinait sur l'horizon septentrional, mais la distance et notre faculté de plonger nous mettaient à l'abri. Ce qui nous inquiétait davantage, c'étaient les propos du maître d'équipage Muller, qui devenaient de plus en plus extravagants à mesure que tombait la nuit. Il se trouvait dans un état d'infantilisme répugnant et délirait à propos d'une prétendue vision de cadavres dérivant devant les hublots sous-marins. Des corps qu'il regardait fixement et qu'il reconnaissait, malgré leur gonflement, pour les avoir vus mourir au cours de quelques-uns de nos glorieux exploits allemands. Il affirmait que le jeune homme retrouvé sur notre pont, puis jeté à la mer, les conduisait. Tout cela était si macabre et anormal que nous fîmes mettre Muller au fer et lui administrâmes une solide flagellation. Les hommes accueillirent mal son châtiment, mais la discipline l'exigeait. Nous refusâmes également la demande d'une délégation conduite par le matelot Zimmer, qui voulait que l'étrange tête d'ivoire sculptée fût jetée à la mer. Le 20 juin, les matelots Baum et Schmitt, qui avaient été malades la veille, furent pris d'une violente folie. Je regrettais qu'aucun médecin ne figurât parmi nos officiers, car les vies allemandes sont précieuses. Mais les divagations incessantes des deux hommes au sujet d'une effroyable malédiction menaçaient gravement la discipline, et des mesures radicales furent donc prises. L'équipage accepta l'événement avec une morne hostilité, mais il parut calmer Muller, qui ne nous causa plus aucun trouble. Le soir, nous le libérâmes, et il reprit silencieusement ses fonctions. Durant la semaine qui suivit, nous vécûmes tous dans une grande nervosité, aux aguets du Dacia. La tension fut aggravée par la disparition de Muller et de Zimmer, qui s'étaient sans aucun doute suicidés sous l'effet des terreurs dont ils semblaient tourmentés, bien que personne ne les eût vus sauter par-dessus bord. J'étais plutôt satisfait d'être débarrassé de Muller, car même son silence exerçait une influence néfaste sur l'équipage. Tous paraissaient désormais enclins à se taire, comme s'ils dissimulaient une crainte secrète. Beaucoup étaient malades, mais aucun ne provoqua de désordre. Le lieutenant Klenz supportait mal cette tension et s'irritait pour les motifs les plus insignifiants, notamment le banc de dauphins qui se rassemblait autour de l'U-29 en nombre toujours croissant, ainsi que l'intensification de ce courant méridional qui ne figurait pas sur nos cartes. Il finit par devenir évident que nous avions complètement manqué le Dacia. De tels échecs ne sont pas rares, et nous en éprouvâmes davantage de soulagement que de déception, puisqu'il était désormais temps de regagner Wilhelmshaven. Le 28 juin à midi, nous mîmes le cap au nord-est, et malgré quelques enchevêtrements assez comiques avec les masses inhabituelles de dauphins, nous fûmes bientôt en route. L'explosion qui se produisit dans la salle des machines à 14 heures nous prit totalement au dépourvu. Aucun défaut du mécanisme, ni aucune négligence de la part des hommes n'avait été constaté. Pourtant, sans le moindre avertissement, une secousse colossale ébranla le bâtiment d'une extrémité à l'autre. Le lieutenant Klenz se précipita dans la salle des machines, où il découvrit le réservoir de carburant et la majeure partie des mécanismes fracassés, tandis que les ingénieurs mécaniciens Rabé et Schneider avaient été tués sur le coup. Notre situation était soudain devenue extrêmement grave. Les régénérateurs chimiques d'air étaient certes intacts et nous pouvions encore utiliser les dispositifs permettant de faire monter ou descendre le bâtiment et d'ouvrir les écoutilles aussi longtemps que durerait l'air comprimé et les accumulateurs. Mais nous étions incapables de propulser ou de diriger le sous-marin. Chercher secours dans les canaux aurait signifié nous livrer entre les mains d'ennemis déraisonnablement acharnés contre notre grande nation allemande. Quant à notre radio, depuis l'affaire du Victory, elle ne nous avait permis d'entrer en contact avec aucun autre sous-marin de la marine impériale. Depuis l'heure de l'accident jusqu'au 2 juillet, nous dérivâmes constamment vers le sud, sans véritable plan,
et sans croiser le moindre navire. Les dauphins continuaient d'encercler l'U-29, circonstance assez remarquable au regard de la distance que nous avions parcourue. Dans la matinée du 2 juillet, nous aperçûmes un bâtiment de guerre arborant les couleurs américaines, et les hommes se montrèrent très agités dans leur désir de se rendre. Le lieutenant Clance dut finalement abattre un matelot nommé Traube, qui réclamait cet acte contraire à l'esprit allemand avec une véhémence particulière. Cela calma momentanément l'équipage, et nous plongeâmes sans avoir été vus. L'après-midi suivant, une nuée compacte d'oiseaux marins apparut au sud, tandis que l'océan commençait à se soulever de façon menaçante. Après avoir refermé les écoutilles, nous attendîmes de voir comment les événements évolueraient, jusqu'à comprendre qu'il nous faudrait soit plonger, soit être submergés par les vagues grandissantes. Notre réserve d'air comprimé et notre électricité diminuaient, et nous souhaitions éviter toute dépense inutile de nos maigres ressources mécaniques. Mais cette fois, nous n'avions pas le choix. Nous ne descendîmes pas très profondément, et lorsque la mer se fut calmée quelques heures plus tard, nous décidâmes de remonter. Un nouveau problème apparut toutefois. En dépit de tous les efforts des mécaniciens, le bâtiment ne répondit pas à nos commandes. À mesure que les hommes s'effrayaient de cet emprisonnement sous-marin, certains recommencèrent à murmurer au sujet de l'effigie d'ivoire du lieutenant Clance, mais la vue d'un pistolet automatique les apaisa. Nous occupâmes ces pauvres diables autant que possible, en les faisant travailler sur les mécanismes, même lorsque nous savions leurs efforts inutiles. Clance et moi dormions généralement à tour de rôle, et ce fut pendant mon sommeil, vers 5 heures du matin, le 4 juillet, que la mutinerie générale éclata. Les 6 porcs de matelots encore en vie, persuadés que nous étions perdus, furent soudain pris d'une fureur démente à la pensée que nous avions refusé de nous rendre au cuirassé yankee 2 jours plus tôt. Ils se livrèrent à un délire de malédiction et de destruction. Ils rugissaient comme les bêtes qu'ils étaient et brisaient sans distinction les instruments et le mobilier, hurlant des absurdités au sujet de la malédiction de l'effigie d'ivoire et du jeune mort au teint sombre qui les avait regardés avant de s'éloigner à la nage. Le lieutenant Clance paraissait paralysé et incapable d'agir, comme on pouvait s'y attendre de la part d'un rhénan mou et efféminé. J'abattis les 6 hommes, car cela était nécessaire, et je m'assurai qu'aucun ne demeurait vivant. Nous expulsâmes les corps par le double sas et nous nous retrouvâmes seuls dans l'U-29. Clance paraissait extrêmement nerveux et buvait beaucoup. Nous décidâmes de rester en vie aussi longtemps que possible en utilisant notre importante réserve de provisions et de produits chimiques destinés à fournir de l'oxygène, que les folies de ces matelots chiens-porcs n'avaient pas endommagé. Nos compas, nos profondimètres et nos autres instruments délicats avaient été détruits. Désormais, nous ne pourrions plus nous livrer qu'à des estimations, fondées sur nos montres, le calendrier et la dérive apparente du bâtiment, telle que nous pouvions l'évaluer d'après les objets aperçus à travers les hublots ou depuis le kiosque. Par bonheur, il nous restait des accumulateurs capables de fonctionner longtemps, tant pour l'éclairage intérieur que pour le projecteur. Nous promenions souvent son faisceau autour du bâtiment, mais nous ne voyions que les dauphins, qui nageaient parallèlement à notre trajectoire de dérive. Ces animaux éveillaient mon intérêt scientifique, car bien que le Delphinus delphi ordinaire soit un mammifère cétacé incapable de vivre sans respirer l'air, j'observais attentivement l'un d'eux durant 2 heures sans le voir une seule fois remonter à la surface pour respirer. À mesure que le temps passait, Clance et moi en vînmes à la conclusion que nous dérivions toujours vers le sud, tout en nous enfonçant de plus en plus profondément. Nous étudions la faune et la flore marine et lisions abondamment sur le sujet dans les ouvrages que j'avais emportés pour occuper mes moments de loisir. Je ne pouvais toutefois m'empêcher de constater l'infériorité des connaissances scientifiques de mon compagnon. Son esprit n'avait rien de prussien. Il se laissait aller à des rêveries et à des spéculations dépourvues de toute valeur. La perspective de notre mort prochaine produisait sur lui un effet singulier. Il lui arrivait fréquemment de prier, plein de remords,
pour les hommes, les femmes et les enfants que nous avions envoyés au fond de la mer, oubliant que tout ce qui sert l'État allemand est noble. Au bout d'un certain temps, son déséquilibre devint manifeste. Il contemplait durant des heures son effigie d'ivoire et inventait des récits extravagants sur les choses perdues et oubliées sous les flots. Parfois, à titre d'expérience psychologique, je l'encourageais dans ses divagations et écoutais ses interminables citations poétiques et ses histoires de navires engloutis. J'éprouvais pour lui une profonde compassion, car je déteste voir souffrir un Allemand. Mais ce n'était guère le compagnon idéal pour affronter la mort. Pour ma part, j'étais fier, sachant avec quelle vénération la patrie honorerait ma mémoire et comment mes fils apprendraient à devenir des hommes tels que moi. Le 9 août, nous aperçûmes le fond de l'océan et dirigeâmes sur lui le puissant faisceau du projecteur. C'était une immense plaine ondulée, en grande partie couverte d'algues et jonchée de coquilles de petits mollusques. Çà et là gisaient des objets visqueux aux contours déroutants, drapés d'herbes marines et incrustés de bernacles, que Clance déclarait être d'anciens navires reposant dans leurs tombes. Un élément l'intriguait particulièrement, une masse de matière solide dont le sommet s'élevait de près de 4 pieds au-dessus du fond marin. Elle mesurait environ 2 pieds d'épaisseur, présentait des côtés plats et des surfaces supérieures lisses qui se rejoignaient selon un angle très obtus. Je prétendis qu'il s'agissait d'un simple affleurement rocheux, mais Clance crut y distinguer des sculptures. Au bout d'un moment, il se mit à frissonner et se détourna du spectacle comme s'il avait peur. Il ne put donner d'autre explication que celle-ci. Il se sentait accablé par l'immensité, l'obscurité, l'éloignement, l'antiquité et le mystère des abîmes océaniques. Son esprit était épuisé. Mais je demeure en toutes circonstances un Allemand, et je ne tardai pas à remarquer 2 faits. Tout d'abord, l'U-29 résistait admirablement à la pression des grandes profondeurs. Ensuite, les singuliers dauphins nous entouraient toujours, même à une profondeur où la plupart des naturalistes considèrent l'existence d'organismes supérieurs comme impossible. J'étais certain d'avoir jusque-là surestimé notre profondeur. Malgré cela, nous devions encore nous trouver assez bas pour que ces phénomènes demeurent remarquables. Notre vitesse en direction du sud, évaluée d'après le déplacement du fond marin, correspondait à peu près à celle que j'avais estimée en observant les organismes croisés dans les couches supérieures. Ce fut le 12 août, à 15h15, que le malheureux Clance sombra définitivement dans la folie. Il se trouvait dans le kiosque et maniait le projecteur lorsque je le vis faire irruption dans le compartiment servant de bibliothèque où j'étais assis à lire. Son visage le trahit aussitôt. Je reproduis ici ses paroles en soulignant celles sur lesquelles il insista. « Il nous appelle, je l'entends, nous devons y aller. » Tout en parlant, il saisit sur la table son effigie d'ivoire, la glissa dans sa poche, puis m'empoigna le bras afin de m'entraîner vers l'échelle conduisant au pont. Je compris en un instant qu'il voulait ouvrir l'écoutille et se précipiter avec moi dans l'eau extérieure, manifestation de folie à la fois suicidaire et meurtrière à laquelle j'étais fort peu préparé. Comme je résistais et tentais de l'apaiser, il devint plus violent. « Venez maintenant, n'attendez pas davantage. Mieux vaut se repentir et recevoir le pardon que défier et être condamné. » J'essayai alors la méthode opposée et lui déclarai qu'il était fou, pitoyablement dément. Mais cela ne l'ébranla pas. « Si je suis fou, c'est une grâce. Que les dieux prennent en pitié l'homme qui, dans son insensibilité, peut rester sain d'esprit jusqu'à l'horrible dénouement. Venez et devenez fous tant qu'il nous appelle encore avec miséricorde. » Cette explosion parut soulager la pression qui pesait sur son cerveau. Lorsqu'il eut terminé, il se calma considérablement et me demanda de le laisser partir seul si je refusais de l'accompagner. La conduite à tenir m'apparut aussitôt clairement. C'était un Allemand, certes,
mais seulement un rénant et un homme du peuple. Il était désormais un fou potentiellement dangereux. En accédant à son désir suicidaire, je pouvais me débarrasser sur le champ de celui qui n'était plus un compagnon, mais une menace. Je lui demandai de me remettre l'effigie d'ivoire avant son départ, mais cette requête lui arracha un rire si inquiétant que je ne la renouvelai pas. Je lui demandai ensuite s'il souhaitait laisser un souvenir ou une mèche de cheveux à sa famille en Allemagne, au cas où je serais secouru. Mais, une fois encore, il répondit par ce rire étrange. Tandis qu'il gravissait l'échelle, je me rendis donc auprès des leviers, et après avoir respecté les intervalles nécessaires, actionnai le mécanisme qui l'envoya à la mort. Lorsque je vis qu'il ne se trouvait plus à bord, je promenai le projecteur dans l'eau, espérant l'apercevoir une dernière fois. Je désirais déterminer si la pression l'aplatirait, comme elle aurait théoriquement dû le faire, ou si son corps demeurerait intact à l'image de ces dauphins extraordinaires. Je ne réussis cependant pas à retrouver mon défunt compagnon, car les dauphins s'étaient rassemblés en une masse si compacte autour du kiosque qu'ils m'obstruaient la vue. Ce soir-là, je regrettais de ne pas avoir dérobé l'effigie d'ivoire dans la poche du pauvre Clance avant son départ, car son souvenir me fascinait. Bien que je ne sois pas artiste de nature, je ne pouvais oublier cette jeune et belle tête couronnée de feuillage. Je regrettais également de n'avoir plus personne avec qui converser. Clance, sans être mon égal sur le plan intellectuel, valait beaucoup mieux que la solitude. Je dormis mal cette nuit-là, et me demandais à quel moment précis viendrait la fin. Mes chances d'être secouru étaient assurément bien faibles. Le lendemain, je montai dans le kiosque et entrepris mes explorations habituelles au projecteur. Vers le nord, le spectacle était à peu près le même que durant les 4 jours écoulés depuis que nous avions aperçu le fond, mais je remarquai que la dérive de l'U-29 avait ralenti. Lorsque je fis pivoter le faisceau vers le sud, je constatai que le sol océanique s'abaissait devant nous selon une pente prononcée. En certains endroits, il portait des blocs de pierre d'une régularité étrange, disposés comme s'ils obéissaient à des motifs précis. Le bâtiment ne descendit pas aussitôt pour suivre l'augmentation de la profondeur, et je fus bientôt contraint d'incliner fortement le projecteur vers le bas. La brusquerie de cette modification déconnecta un câble, ce qui exigea plusieurs minutes de réparation. Mais la lumière finit par jaillir de nouveau, inondant la vallée marine qui s'étendait sous moi. Je ne suis guère enclin aux émotions, quelles qu'elles soient, mais mon étonnement fut immense lorsque je découvris ce que révélait cette lueur électrique. Pourtant, ayant été élevé dans ce que la culture prussienne offre de meilleur, je n'aurais pas dû m'étonner, car la géologie, comme la tradition, nous enseigne que de vastes déplacements se sont produits entre les régions océaniques et continentales. Ce que j'avais sous les yeux était un ensemble étendu et complexe d'édifices en ruine, tous d'une architecture magnifique, quoique impossible à classer, et se trouvant dans des états de conservation divers. La plupart semblaient faits de marbre et brillaient d'une blancheur éclatante sous les rayons du projecteur. Leur disposition générale évoquait une vaste cité occupant le fond d'une vallée étroite, tandis que de nombreux temples et villas isolées s'élevaient sur les pentes escarpées. Les toits s'étaient effondrés et les colonnes étaient brisées, mais il subsistait une impression de splendeur infiniment ancienne que rien n'aurait pu effacer. Enfin placé devant cette Atlantide que j'avais autrefois considérée comme largement mythique, je devins le plus enthousiaste des explorateurs. Une rivière avait jadis coulé au fond de cette vallée, car, en étudiant plus attentivement le paysage, j'aperçus les vestiges de ponts de pierre et de marbre, de murailles riveraines, ainsi que de terrasses et de remblais autrefois verdoyants et magnifiques. Dans mon exaltation, je devins presque aussi stupide et sentimental que le pauvre Clance, et tardai beaucoup à remarquer que le courant vers le sud avait enfin cessé, permettant à l'U-29 de descendre lentement sur la cité engloutie, comme un aéroplane descend sur une ville de la surface. Je mis également du temps à comprendre que le banc de dauphins insolites avait disparu. Au bout de 2 heures environ, le bâtiment se posa sur une place pavée, à proximité de la paroi rocheuse de la vallée. D'un côté, je pouvais contempler la cité entière qui descendait en pente depuis la place jusqu'à l'ancienne rive du fleuve.
De l'autre, à une distance saisissante, se dressait devant moi la façade richement ornée et parfaitement conservée d'un immense édifice, manifestement un temple creusé dans la roche vive. Je ne puis que formuler des conjectures sur la manière dont cette construction titanesque fut réalisée. Sa façade, d'une dimension colossale, semble recouvrir un vaste évidement d'un seul tenant, car ses fenêtres sont nombreuses et largement espacées. Au centre bâille une immense porte ouverte, à laquelle conduit une imposante volée de marche et qu'entourent d'exquises sculptures rappelant des scènes de bacchanal en relief. Les plus remarquables sont les grandes colonnes et la frise, toutes deux ornées de sculptures d'une beauté indicible. Elles représentent manifestement des scènes pastorales idéalisées et des processions de prêtres et de prêtresses portant d'étranges objets cérémoniels en adoration devant un Dieu rayonnant. L'art atteint une perfection prodigieuse. Son inspiration est en grande partie hellénique, mais il possède une individualité singulière. Il donne une impression d'antiquité terrifiante, comme s'il constituait non pas l'ancêtre immédiat, mais le plus lointain précurseur de l'art grec. Je ne puis douter que chaque détail de cette œuvre massive ait été taillé dans la roche vierge de la colline même de notre planète. Elle fait visiblement partie de la paroi de la vallée, bien que je ne puisse imaginer comment son immense espace intérieur fut excavé. Peut-être une caverne, ou un ensemble de cavernes en fournit-il le noyau. Ni les siècles ni l'immersion n'ont altéré la splendeur originelle de ce sanctuaire redoutable, car il ne peut s'agir que d'un sanctuaire. Aujourd'hui encore, après des milliers d'années, il repose intact et inviolé dans la nuit et le silence infini d'un gouffre océanique. Je ne saurais calculer le nombre d'heures que je passais à contempler la cité engloutie, ses édifices, ses arches, ses statues et ses ponts, ainsi que le temple colossal dans toute sa beauté et son mystère. Bien que je susse la mort prochaine, ma curiosité me dévorait et je promenais avidement le faisceau du projecteur à la recherche de nouvelles découvertes. La lumière me permit de distinguer de nombreux détails, mais refusa de révéler quoi que ce fût au-delà de la porte béante du temple creusée dans la roche. Au bout d'un certain temps, conscient de la nécessité d'économiser l'énergie, je coupais le courant. Les rayons étaient désormais sensiblement plus faibles qu'ils ne l'avaient été durant nos semaines de dérive. Et, comme aiguisé par la privation prochaine de lumière, mon désir d'explorer les secrets des eaux devint plus intense encore. Moi, un Allemand, je serais le premier à fouler ces voies oubliées depuis des éternités. Je sortis et examinai un scaphandre de grande profondeur fait de plaques métalliques articulées, puis expérimentai avec la lampe portative et le régénérateur d'air. Bien que la manipulation du double sas sans assistance dût présenter certaines difficultés, j'étais convaincu que mon savoir scientifique me permettrait de surmonter tous les obstacles et de parcourir moi-même les rues de la cité morte. Le 16 août, je réussis à sortir de l'U29 et me frayai péniblement un chemin à travers les rues en ruine, encombrées de vases, jusqu'à l'ancien fleuve. Je ne découvris aucun squelette ni aucun autre reste humain, mais je tirai des sculptures et des monnaies une abondante moisson de connaissances archéologiques. Je ne puis à présent en parler davantage, sinon pour exprimer mon émerveillement devant une civilisation qui connaissait le plein midi de sa gloire, alors que des hommes des cavernes parcouraient l'Europe, et que le Nil coulait vers la mer sans aucun témoin. D'autres, guidés par ce manuscrit, s'il vient un jour à être découvert, devront dévoiler les mystères auxquels je ne puis que faire allusion. Je regagnai le bâtiment lorsque les batteries de ma lampe électrique commencèrent à faiblir, résolu à explorer le temple rocheux le lendemain. Le 17, tandis que mon désir de percer le mystère du temple se faisait toujours plus impérieux, une immense déception m'attendait. Je découvris que les matériaux nécessaires au rechargement de la lampe portative avaient été détruits au cours de la mutinerie de ses ports, en juillet. Ma rage ne connut aucune limite.
Pourtant, mon bon sens allemand m'interdisait de m'aventurer sans préparation dans un intérieur entièrement obscur, qui pouvait être le repère de quelques monstres marins indescriptibles, ou un labyrinthe de galeries dont je n'aurais jamais pu retrouver la sortie. Tout ce que je pouvais faire était d'allumer le projecteur déclinant de l'U-29 et, grâce à son aide, de gravir les marches du temple pour étudier ses sculptures extérieures. Le faisceau pénétrait dans l'ouverture selon un angle ascendant. Je scrutais l'intérieur dans l'espoir d'y distinguer quelque chose, mais en vain. Même le plafond demeurait invisible. Après avoir éprouvé le sol avec une perche, je fis 1 ou 2 pas à l'intérieur, mais n'osai aller plus loin. En outre, pour la première fois de mon existence, j'éprouvais le sentiment de la peur. Je commençais à comprendre l'origine de certains des états du pauvre Clance, car plus le temple m'attirait, plus ces abîmes aquatiques m'inspiraient une terreur aveugle et grandissante. De retour dans le sous-marin, j'éteignis les lumières et demeurai assis dans l'obscurité, absorbé dans mes pensées. Il fallait désormais réserver l'électricité aux situations d'urgence. Je passai le samedi 18 dans une obscurité totale, tourmenté par des pensées et des souvenirs qui menaçaient de vaincre ma volonté allemande. Clance avait sombré dans la folie et péri avant même d'atteindre ce sinistre vestige d'un passé malsainement lointain, et il m'avait conseillé de l'accompagner. Le destin avait-il donc préservé ma raison dans le seul but de m'entraîner irrésistiblement vers une fin plus horrible et plus inconcevable que tout ce dont un homme avait jamais rêvé? Mes nerfs étaient manifestement soumis à une tension extrême, et je devais rejeter ces impressions dignes d'hommes plus faibles. Je ne pus dormir durant la nuit du samedi, et rallumer les lampes sans me soucier de l'avenir. Il était agaçant de penser que l'électricité s'épuiserait avant l'air et les provisions. Je songeais de nouveau à l'euthanasie et examinais mon pistolet automatique. Vers le matin, je dus m'endormir alors que les lampes brûlaient toujours, car je me réveillai hier après-midi dans l'obscurité et constatai que les accumulateurs étaient morts. Je craquai plusieurs allumettes à la suite et regrettais désespérément l'imprévoyance qui nous avait fait épuiser, longtemps auparavant, les quelques bougies que nous transportions. Lorsque se fut éteinte la dernière allumette que j'osais gaspiller, je demeurai assis, parfaitement immobile, sans lumière. En songeant à la fin inévitable, je repassai dans mon esprit les événements précédents et pris soudain conscience d'une impression jusque-là demeurée latente qui aurait fait frissonner un homme plus faible et plus superstitieux. La tête du dieu rayonnant représentée dans les sculptures du temple est la même que celle qui avait été sculptée dans le morceau d'ivoire rapporté de la mer par le marin mort et que le pauvre Clance avait emporté de nouveau sous les flots. Cette coïncidence m'étourdit quelque peu, mais elle ne me terrifia pas. Seul un esprit inférieur se hâte d'expliquer ce qui est singulier et complexe par le raccourci primitif du surnaturel. La coïncidence était étrange, mais mon raisonnement était trop solide pour que je relie des circonstances entre lesquelles aucune connexion logique n'était possible, ou que j'associe d'une manière inquiétante les événements désastreux qui, depuis l'affaire du Victory, m'avaient conduit à ma situation présente. Éprouvant le besoin de me reposer davantage, je pris un sédatif et réussis à dormir encore. Mon état nerveux se refléta dans mes rêves. Il me sembla entendre les cris de personnes qui se noyaient et voir des visages de morts se presser contre les hublots du bâtiment. Parmi ces figures défuntes apparaissait le visage vivant et moqueur du jeune homme à l'effigie d'ivoire. Je dois prendre garde à la façon dont je consigne mon réveil de ce jour, car mes nerfs sont ébranlés et les hallucinations se mêlent nécessairement aux faits. Mon cas est des plus intéressants sur le plan psychologique, et je regrette qu'il ne puisse être observé scientifiquement par une autorité allemande compétente. Lorsque j'ouvris les yeux, ma première sensation fut un désir irrésistible de visiter le temple rocheux, désir qui s'intensifiait à chaque instant,
mais auquel je cherchais instinctivement à résister sous l'effet d'une crainte qui agissait en sens inverse. J'eus ensuite l'impression d'une lumière au milieu de l'obscurité laissée par les accumulateurs épuisés. Il me sembla apercevoir dans l'eau, à travers le hublot tourné vers le temple, une sorte de lueur phosphorescente. Cela éveilla ma curiosité, car je ne connaissais aucun organisme des grandes profondeurs capable de produire une telle luminosité. Mais avant que j'eusse pu enquêter, une troisième impression se manifesta. Son irrationalité était telle qu'elle me conduisit à douter de l'objectivité de tout ce que mes sens pouvaient enregistrer. Il s'agissait d'une illusion auditive, la sensation d'un son rythmé et mélodieux, comme un chant sauvage mais magnifique, ou un hymne choral qui me parvenait de l'extérieur en traversant la coque pourtant totalement insonorisée de l'U-29. Convaincu de mon dérèglement psychologique et nerveux, je craquai quelques allumettes et me versai une forte dose de solution de bromure de sodium. Elle parut me calmer suffisamment pour dissiper l'illusion sonore. Mais la phosphorescence demeura, et j'eus beaucoup de mal à réprimer l'impulsion puérile de m'approcher du hublot pour en chercher l'origine. Elle paraissait terriblement réelle. Je pus bientôt distinguer grâce à elle les objets familiers qui m'entouraient, ainsi que le verre vide de bromure de sodium dont je n'avais jusque-là pu constater visuellement la présence à cet endroit. Ce dernier détail me donna à réfléchir. Je traversai le compartiment et touchai le verre. Il se trouvait bien à l'endroit où j'avais cru le voir. Je compris alors que la lumière était soit réelle, soit le produit d'une hallucination si stable et si cohérente que je ne pouvais espérer la dissiper. Renonçant à toute résistance, je montai dans le kiosque afin de chercher la source de cette luminosité. Ne pouvait-il pas s'agir réellement d'un autre sous-marin offrant quelques possibilités de sauvetage ? Il est préférable que le lecteur n'accepte rien de ce qui suit comme une vérité objective. Puisque les événements dépassent les lois naturelles, ils sont nécessairement les créations subjectives et irréelles de mon esprit surmené. Lorsque j'atteignis le kiosque, je constatai que la mer, dans son ensemble, était beaucoup moins lumineuse que je ne l'avais supposé. Aucune phosphorescence animale ou végétale ne se manifestait, et la ville qui descendait vers le fleuve demeurait invisible dans les ténèbres. Ce que je vis n'avait rien de spectaculaire, de grotesque ou de terrifiant. Pourtant, cela détruisit les derniers vestiges de confiance que j'accordais encore à ma conscience. La porte et les fenêtres du temple sous-marin creusé dans la colline rocheuse brillaient d'un éclat intense et vacillant, comme si une formidable flamme d'autel brûlait loin à l'intérieur. Les événements qui suivirent sont chaotiques. Tandis que je fixais la porte et les fenêtres éclairées de manière si surnaturelle, je fus assailli par les visions les plus extravagantes, si extravagantes que je ne puis même les rapporter. Je crus discerner des objets à l'intérieur du temple, certains immobiles, d'autres en mouvement, et il me sembla entendre de nouveau le chant irréel qui était venu jusqu'à moi lorsque je m'étais réveillé un peu plus tôt. Par-dessus tout, s'élevaient des pensées et des craintes centrées sur le jeune homme venu de la mer et sur l'effigie d'ivoire dont la sculpture se répétait sur la frise et les colonnes du temple devant moi. Je songeais au pauvre Cleanse et me demandais où reposait son corps, avec l'effigie qu'il avait rapportée dans les flots. Il m'avait averti de quelque chose et je ne l'avais pas écouté. Mais ce n'était qu'un rénant à l'esprit faible, devenu fou devant des épreuves qu'un Prussien aurait supportées sans peine. La suite est très simple. L'impulsion qui me pousse à visiter le temple et à y pénétrer est désormais devenue un ordre inexplicable et impérieux auquel je ne pourrai finalement pas désobéir. Ma propre volonté allemande ne gouverne plus mes actes et je ne dispose désormais de mon libre arbitre que pour des décisions insignifiantes. C'est une folie semblable qui poussa Cleanse à la mort, tête nue et sans protection dans l'océan.
Mais je suis un Prussien et un homme raisonnable, et j'emploierai jusqu'au bout le peu de volonté qui me reste. Dès que je compris que je devrais partir, je préparai mon scaphandre, mon casque et mon régénérateur d'air afin de pouvoir les revêtir immédiatement. Puis je commençai sans délai à rédiger cette chronique hâtive dans l'espoir qu'elle parvienne un jour au monde. Je scellerai le manuscrit dans une bouteille et le confierai à la mer au moment où je quitterai l'U-29 pour toujours. Je n'éprouve aucune peur, pas même devant les prophéties du démon Clance. Ce que j'ai vu ne peut être vrai, et je sais que ma propre folie ne me conduira tout au plus qu'à l'asphyxie lorsque mon air sera épuisé. La lumière du temple n'est qu'une pure illusion, et je mourrai calmement, comme un Allemand, dans ces profondeurs noires et oubliées. Ce rire démoniaque que j'entends tandis que j'écris ne provient que de mon cerveau qui s'affaiblit. Je vais donc revêtir soigneusement mon scaphandre et gravir hardiment les marches de ce sanctuaire primordial, ce secret silencieux des eaux insondables et des innombrables années. L'étrange maison haute dans la brume, histoire de Howard Phillips Lovecraft. Le matin, la brume monte de la mer, le long des falaises qui s'élèvent au-delà de Kingsport. Blanche et légère comme une plume, elle quitte les profondeurs pour rejoindre ses frères, les nuages, chargés de rêves de pâturages humides et de cavernes où sommeillent des léviathans. Plus tard, lorsque de paisibles pluies d'été tombent sur les toits pentus des poètes, les nuages dispersent quelques fragments de ces rêves, afin que les hommes ne vivent jamais sans entendre murmurer d'antiques et mystérieux secrets, ni sans soupçonner les merveilles que, la nuit, les planètes ne confient qu'aux autres planètes. Quand les récits se pressent dans les grottes des tritons et que les conques des cités d'algues font retentir les airs sauvages appris des anciens, d'immenses brumes avides affluent vers le ciel, lourdes de savoir. Alors, depuis les rochers, les regards tournés vers l'océan ne distinguent plus qu'une blancheur mystique, comme si le bord de la falaise était celui du monde entier, tandis que les cloches solennelles des bouées résonnent librement dans l'éther féerique. Au nord de l'antique Kingsport, les escarpements s'élèvent, vertigineux et singuliers, terrasse après terrasse, jusqu'à ce que le plus septentrional demeure suspendu dans le ciel comme un nuage gris figé par le vent. Il se dresse seul, pointe désolée projetée dans l'espace sans limite, car c'est là que la côte infléchit brusquement sa course, à l'endroit où le puissant Miskatonic, après avoir traversé les plaines au-delà d'Arkham, se jette dans la mer, charriant avec lui les légendes des forêts et les pittoresques souvenirs des collines de Nouvelle-Angleterre. Les marins de Kingsport lèvent les yeux vers cette falaise, comme d'autres marins les lèvent vers l'étoile polaire, et mesurent les veilles de la nuit selon la façon dont elles dissimulent ou révèlent la grande ourse, Cassiopée et le dragon. Pour eux, elle ne fait qu'un avec le firmament, et de fait, elle disparaît à leurs yeux chaque fois que la brume cache les étoiles ou le soleil. Certaines falaises leur sont chères, telles celles dont le profil grotesque porte le nom de Père Neptune, ou celles dont les gradins en forme de colonne sont appelés la chaussée. Mais celle-ci leur inspire de la crainte, parce qu'elle se trouve trop près du ciel. Les marins portugais qui reviennent de voyage se signent dès qu'ils l'aperçoivent, et les vieux Yankees pensent qu'il serait bien plus grave que de mourir que de tenter son ascension, à supposer seulement qu'une telle chose soit possible. Pourtant, une très ancienne demeure se dresse au sommet de cette falaise, et le soir venu, on voit des lumières luire derrière ses fenêtres aux petits carreaux. La demeure ancienne a toujours été là. On raconte qu'un être y habite, qui s'entretient avec les brumes matinales surgies des profondeurs et contemple peut-être d'étranges choses du côté de l'océan, lorsque le bord de la falaise devient celui du monde entier et que les bouées solennelles teintent librement dans l'éther blanc des royaumes féeriques. Tout cela, les gens ne le savent que par ouï-dire, car nul ne se rend jamais sur ce rocher rébarbatif, et les habitants du pays répugnent même à braquer une longue vue dans sa direction. Des estivants l'ont certes observé avec leurs jumelles désinvoltes,
Mais ils n'ont jamais distingué davantage que le toit gris et primitif, pointu, couvert de bardeaux, dont les avant-toits descendent presque jusqu'aux fondations de même couleur, ainsi que la faible lueur jaune des petites fenêtres tapies sous ces corniches au crépuscule. Ces visiteurs de l'été ne croient pas que le même être habite cette antique demeure depuis des centaines d'années, mais ils seraient bien incapables de démontrer leur hérésie à un véritable natif de Kingsport. Même le vieillard redoutable, qui parle à des pendules de plomb enfermées dans des bouteilles, paie ses provisions avec de l'or espagnol vieux de plusieurs siècles et conserve des idoles de pierre dans le jardin de son cottage antédiluvien de Water Street, peut seulement affirmer que toutes ces choses étaient déjà identiques lorsque son grand-père était enfant. Cela devait remonter à des âges inconcevables, au temps où Belcher, Shirley, Ponal ou Bernard gouvernaient la province de la baie du Massachusetts au nom de Sa Majesté. Puis, un été, un philosophe vint à Kingsport. Il se nommait Thomas Olney et enseignait de pesantes matières dans une université située près de la baie de Narragansett. Il arriva accompagné de son épouse corpulente et de ses enfants turbulents. Ses yeux étaient las d'avoir contemplé les mêmes choses durant tant d'années, et son esprit fatigué d'avoir suivi toujours les mêmes pensées soigneusement disciplinées. Il observa les brumes depuis le diadème du père Neptune et tenta de pénétrer dans leur mystérieux univers blanc en empruntant les marches titanesques de la chaussée. Matin après matin, il s'allongeait au sommet des falaises et regardait par-delà le bord du monde vers les terres énigmatiques, écoutant des cloches spectrales et les cris sauvages de ce qui pouvait être des mouettes. Puis, lorsque les brumes se dissipaient et que la mer reparaissait, prosaïque sous les fumées des navires à vapeur, il poussait un soupir et redescendait vers la ville. Là, il aimait parcourir les étroites ruelles anciennes qui montaient et descendaient les collines et étudier les pignons branlants, inclinés de façon extravagante, ainsi que les étranges portes à colonnes qui avaient abrité tant de générations de robustes gens de mer. Il alla même jusqu'à converser avec le vieillard redoutable, pourtant peu amateur d'étrangers, et fut invité dans son effroyable cottage archaïque où les plafonds bas et les boiseries rongées par les vers recueillaient, au cœur des petites heures obscures, l'écho d'inquiétants monologues. Bien entendu, il était inévitable qu'Olney remarque le cottage gris et déserté qui se dressait dans le ciel sur cet inquiétant promontoire du nord, confondu avec les brumes et le firmament. Il planait constamment au-dessus de Kingsport, et son mystère bruissait sans relâche dans les ruelles tortueuses de la ville. Le vieillard redoutable lui rapporta d'une voix sifflante une histoire que son propre père lui avait racontée. Une nuit, un éclair aurait jailli du cottage au toit pointu pour s'élancer vers les nuages des plus hautes régions célestes. Quant à grand-mère Horn, dont la minuscule maison au toit brisé de Sheep Street était entièrement couverte de mousse et de lierre, elle croissa le récit d'une chose que sa grand-mère avait elle-même apprise de seconde main. Des formes seraient sorties en battant des ailes des brumes de l'Est, puis auraient pénétré directement par l'unique et étroite porte de cet endroit inaccessible. Car cette porte se trouve tout près du rebord du précipice, du côté de l'océan, et ne peut être aperçue que depuis les navires en mer. À la fin, avide de phénomènes nouveaux et insolites, et n'étant retenu ni par la peur des habitants de Kingsport, ni par l'indolence habituelle des estivants, Olney prit une résolution véritablement terrible. Malgré l'éducation conservatrice qu'il avait reçue, ou peut-être à cause d'elle, car les vies monotones font naître une douloureuse nostalgie de l'inconnu, il jura solennellement d'escalader la falaise septentrionale que tous évitaient et de visiter le cottage gris, anormalement ancien, qui se dressait dans le ciel. La partie la plus raisonnable de son esprit lui soufflait, de manière fort plausible, que le lieu devait être habité par des gens qui l'atteignaient depuis l'intérieur des terres, en suivant une crête plus facile près de l'estuaire du Miskatonic. Ils faisaient probablement leur commerce à Arkham, sachant combien les habitants de Kingsport détestaient leur demeure, ou peut-être parce qu'ils étaient incapables de descendre la falaise du côté de Kingsport.
Aulny longea les escarpements moins élevés jusqu'à l'endroit où le grand promontoire s'élançait avec insolence vers les choses célestes. Il acquit alors la certitude qu'aucun pied humain ne pouvait gravir ou descendre son versant méridional en surplomb. À l'est et au nord, la roche s'élevait verticalement à des milliers de pieds au-dessus de l'eau. Il ne restait donc que le côté ouest, tourné vers l'intérieur des terres et vers Arkham. Un matin du début du mois d'août, Aulnay partit à la recherche d'un chemin menant à ce sommet inaccessible. Il avança vers le nord-ouest en empruntant d'agréables routes de campagne, dépassa l'étang de Hooper et l'ancienne poudrière de briques, puis atteignit l'endroit où les pâturages montent en pente vers la crête qui domine le Miskatonic. De là s'offrait une ravissante vue sur les clochers géorgiens et blancs d'Arkham, par-delà des lieues de rivières et de prairies. Il trouva un chemin ombragé menant vers Arkham, mais aucune piste allant en direction de la mer, là où il souhaitait se rendre. Les bois et les champs se pressaient jusqu'à la haute rive de l'embouchure, sans porter la moindre trace d'une présence humaine. Il n'y avait ni mur de pierre, ni vaches égarées, seulement de hautes herbes, des arbres gigantesques et des enchevêtrements de ronces semblables à ceux qu'aurait pu voir le premier Indien venu en ces lieux. À mesure qu'il progressait lentement vers l'est, toujours plus haut au-dessus de l'estuaire qui s'étendait sur sa gauche et toujours plus près de la mer, le trajet devenait de plus en plus difficile. Il en vint à se demander comment les habitants de cette demeure détestée parvenaient à rejoindre le monde extérieur, et s'ils se rendaient souvent au marché d'Arkham. Les arbres finirent par s'éclaircir. Très loin en contrebas, sur sa droite, Aulnay aperçut les collines, les vieux toits et les flèches de Kingsport. À cette altitude, même Central Hill paraissait minuscule, et il distinguait à peine l'antique cimetière situé près de l'hôpital congrégationaliste, sous lequel, à en croire les rumeurs, se cachaient de terribles cavernes ou galeries souterraines. Devant lui s'étendait une herbe clairsemée et quelques buissons rabougris de myrtilles, puis la roche nue du promontoire et la pointe effilée du redoutable cottage gris. La crête se rétrécissait désormais, et Aulnay fut saisi de vertige en prenant conscience de sa solitude dans le ciel. Au sud s'ouvrait l'effroyable précipice qui dominait Kingsport. Au nord, une chute verticale de presque 1 mille plongeait jusqu'à l'embouchure du fleuve. Soudain, un vaste gouffre de 10 pieds de profondeur s'ouvrit devant lui. Il dut se laisser descendre à la force des bras, lâcher prise pour retomber sur un sol incliné, puis ramper dangereusement dans une faille naturelle creusée dans la paroi opposée. Ainsi, voilà donc le chemin qu'empruntaient les habitants de l'étrange demeure pour voyager entre la terre et le ciel. Lorsqu'il se hissa hors du gouffre, une brume matinale commençait à se former. Il distinguait pourtant avec netteté le cottage élevé et impie qui se dressait devant lui, des murs aussi gris que la roche et un haut toit pointu se découpant avec audace sur la blancheur laiteuse des vapeurs venues de la mer. Il s'aperçut qu'aucune porte ne s'ouvrait du côté des terres. Il n'y avait que 2 petites fenêtres à croisillons, garnies de vitres ternies en cul-de-bouteille et serties de plomb selon la mode du XVIIe siècle. Tout autour de lui n'était plus que nuages et chaos. Sous ses pieds, il ne voyait rien d'autre que la blancheur d'un espace sans limite. Il se trouvait seul dans le ciel, avec cette demeure insolite et profondément troublante. Lorsqu'il se glissa jusqu'à la façade et constata que le mur s'alignait exactement avec le bord de la falaise, de sorte que l'unique porte étroite n'était accessible que depuis l'éther vide, il éprouva une terreur bien réelle que l'altitude ne suffisait pas à expliquer. Il était également fort étrange que des bardeaux aussi rongés par les vers aient pu subsister, ou que des briques aussi friables composent encore une cheminée debout. Tandis que la brume s'épaississait, Aulnay se glissa autour de la demeure pour examiner les fenêtres des façades nord, ouest et sud. Il tenta de les ouvrir, mais les trouva toutes verrouillées.
Il en ressentit un obscur soulagement, car plus il observait cette maison, moins il désirait y entrer. Un bruit le fit soudain s'immobiliser. Il entendit une serrure vibrer, un verrou coulisser, puis un long grincement, comme si une lourde porte s'ouvrait lentement et avec précaution. Le son venait du côté tourné vers l'océan, qu'il ne pouvait apercevoir, là où l'étroite entrée donnait directement sur le vide, à des milliers de pieds au-dessus des vagues, dans un ciel noyé de brume. Des pas lourds et délibérés retentirent ensuite à l'intérieur du cottage. Aulnay entendit les fenêtres s'ouvrir, d'abord sur la façade nord qui lui faisait face, puis à l'ouest, juste derrière l'angle. Viendrait ensuite le tour des fenêtres du sud, situées sous les larges avant-toits qui descendaient très bas du côté où il se tenait. Il faut reconnaître qu'il éprouvait un profond malaise à la pensée d'avoir, d'un côté, cette maison détestable, et de l'autre, le néant des hauteurs. Lorsqu'il entendit quelqu'un tâtonner du côté des croisées les plus proches, il regagna furtivement la façade ouest et s'aplatit contre le mur près des fenêtres désormais ouvertes. Le propriétaire venait manifestement de rentrer. Pourtant, il n'était arrivé ni par la terre, ni à bord d'un ballon ou d'un aéronef concevable. Des pas retentirent de nouveau. Aulnay se glissa vers le nord, mais avant qu'il n'ait trouvé un refuge, une voix l'appela doucement. Il comprit qu'il allait devoir affronter son hôte. Un large visage encadré d'une barbe noire apparut à une fenêtre de l'ouest. Ses yeux brillaient d'une lueur phosphorescente, comme s'il portait la marque de spectacle dont nul n'avait jamais entendu parler. Mais la voix était douce et semblait venir d'un autre âge, si bien qu'Aulnay ne frissonna pas lorsqu'une main brune se tendit pour l'aider à franchir l'appui de la fenêtre et à pénétrer dans la pièce basse, lambrissée de chêne noir et meublée de pièces sculptées datant de l'époque Tudor. L'homme portait des vêtements d'une antiquité extrême et semblait entouré d'un halo indéfinissable fait de légendes marines et de rêves de grands galions. Aulnay ne se souvient guère des merveilles que cet homme lui raconta, pas même de son identité. Il affirme seulement qu'il était étrange et bienveillant, empli de la magie des abîmes insondables du temps et de l'espace. La petite pièce paraissait baignée d'une faible lumière aquatique verdâtre. Aulnay remarqua que les fenêtres de la façade opposée, tournées vers l'est, n'étaient pas ouvertes, mais fermées contre l'éther brumeux par d'épaisses vitres ternes semblables au fond de vieilles bouteilles. L'hôte barbu semblait jeune, mais son regard baignait dans les mystères des premiers âges. À en juger par les récits de prodiges antiques qu'il rapporta, il fallait admettre que les villageois avaient sans doute raison. Depuis qu'il existait un village dans la plaine pour observer sa demeure taciturne, cet homme devait converser avec les brumes de la mer et les nuages du ciel. La journée s'écoula, et Aulnay continuait d'écouter les rumeurs de temps anciens et de contrées lointaines. Il apprit comment les rois de l'Atlantide avaient combattu les blasphèmes glissants qui se tortillaient hors des fissures ouvertes dans le fond de l'océan, et comment le temple de Poséidonis, couvert d'algues et soutenu par d'immenses colonnes, apparaissait encore à minuit aux navires égarés, lesquels comprenaient, en l'apercevant, qu'ils étaient perdus. Son hôte évoqua les années où vivaient les titans, mais devint craintif lorsqu'il parla du premier âge indistinct du chaos, avant la naissance des dieux et même celle des anciens, lorsque seuls les autres dieux venaient danser au sommet du Hatek-Kla, dans le désert pierreux qui s'étend près d'Ultar, au-delà de la rivière Sky. C'est alors que quelqu'un frappa à la porte, cette porte antique de chêne bardée de clous, au-delà de laquelle ne s'étendait que l'abîme des nuages blancs. Aulnay sursauta de frayeur, mais l'homme barbu lui fit signe de rester parfaitement immobile. Il s'approcha de la porte sur la pointe des pieds et regarda par un œilleton minuscule. Ce qu'il vit ne lui plut pas. Il porta un doigt à ses lèvres, puis parcourut silencieusement la pièce afin de fermer et de verrouiller toutes les fenêtres avant de revenir s'asseoir sur l'ancien banc de bois auprès de son invité.
Alors, Aulnay vit apparaître successivement, derrière les carrés translucides de chacune des petites fenêtres ternes, une étrange silhouette noire. Le visiteur faisait le tour de la maison avec curiosité avant de repartir. Aulnay se réjouit que son hôte n'eût pas répondu, car il existe d'étranges choses dans le grand abîme, et le chercheur de rêves doit veiller à ne pas éveiller ni rencontrer celles qu'il vaut mieux éviter. Puis, les ombres commencèrent à se rassembler, d'abord petites et furtives sous la table, puis plus hardies dans les angles obscurs couverts de boiseries. L'homme barbu accomplit d'énigmatiques gestes de prière et alluma de hautes bougies placées dans des chandeliers de laiton aux formes curieuses. Il jetait fréquemment un regard vers la porte, comme s'il attendait quelqu'un. À la fin, son attente parut récompensée par une série de coups singuliers, qui devaient suivre un code très ancien et secret. Cette fois, il ne regarda même pas par l'œilleton. Il souleva la grande barre de chêne, fit glisser le verrou, ouvrit le lourd battant et le repoussa largement devant les étoiles et la brume. Alors, portés par d'obscures harmonies, tous les rêves et tous les souvenirs des puissants engloutis de la terre flottèrent depuis les profondeurs jusque dans la pièce. Des flammes dorées jouaient autour de chevelures couvertes d'algues, et Aulnay, ébloui, s'inclina devant elles. Neptune était là, son trident à la main, entouré de tritons folâtres et de fantastiques néréides. Sur le dos de dauphin reposait en équilibre une immense coquille crénelée, dans laquelle se tenait la silhouette grise et terrible du primordial Nodens, seigneur du grand abîme. Les conques des tritons lancèrent d'étranges appels, tandis que les néréides produisaient des sons insolites en frappant les grotesques carapaces résonnantes de créatures inconnues tapies dans les cavernes noires de l'océan. Puis le vénérable Nodens tendit une main desséchée et aida Aulnay et son hôte à prendre place dans l'immense coquille. Les conques et les gongs déchaînèrent aussitôt un vacarme sauvage et redoutable. Ce cortège fabuleux s'élança en chancelant dans l'éther sans limite, et les clameurs de ses membres se perdirent parmi les échos du tonnerre. Toute la nuit, à Kingsport, les habitants observèrent la haute falaise chaque fois que l'orage et les brumes leur permettaient de l'entrevoir. Lorsque, vers les petites heures, les faibles lumières des fenêtres s'éteignirent, ils murmurèrent des paroles de terreur et de malheur. Les enfants d'Aulnay et son épouse corpulente prièrent le Dieu placide et bien convenable des Baptistes. Ils espéraient que le voyageur penserait à emprunter un parapluie et des couvre-chaussures en caoutchouc, si la pluie ne cessait pas avant le matin. Puis l'aube surgit de la mer, ruisselante et enveloppée de brume, tandis que les bouées tintaient solennellement au cœur de tourbillons d'éther blanc. À midi, des corps féeriques résonnèrent au-dessus de l'océan, au moment où Aulnay, parfaitement sec et marchant d'un pas léger, redescendait des falaises vers l'antique Kingsport, le regard hanté par des contrées lointaines. Il ne pouvait se rappeler ce qu'il avait rêvé dans la cabane perchée dans le ciel de cet ermite toujours sans nom, ni expliquer comment il avait pu descendre ce promontoire où nul autre pied ne s'était aventuré. Il ne pouvait parler de ces événements qu'au vieillard redoutable, lequel marmonna ensuite d'étranges choses dans sa longue barbe blanche. Il affirma que l'homme redescendu de la falaise n'était plus tout à fait celui qu'il avait gravi, et que, quelque part sous le toit gris et pointu, ou au milieu des étendues inconcevables de cette sinistre brume blanche, demeurait encore l'esprit perdu de celui qui avait été Thomas Aulnay. Depuis cette heure, au fil d'années ternes et interminables, pleines de grisailles et de fatigue, le philosophe travaille, mange, dort et accomplit sans se plaindre les devoirs qui conviennent à un citoyen. Il n'éprouve plus aucun désir pour la magie des collines lointaines et ne soupire plus après les secrets qui émergent comme des récifs verts au fond d'une mer insondable. La monotonie de ses journées ne l'attriste plus,
et ses pensées bien disciplinées suffisent désormais à nourrir son imagination. Sa bonne épouse devient toujours plus corpulente, ses enfants grandissent, deviennent plus prosaïques et plus utiles. Aulnay ne manque jamais de sourire avec la juste mesure de fierté lorsque les circonstances l'exigent. Aucune lumière inquiète ne brille plus dans son regard. Et s'il lui arrive encore de tendre l'oreille vers des cloches solennelles ou de lointains corps féeriques, ce n'est que la nuit, lorsque les anciens rêves se mettent à errer. Il n'est jamais retourné à Kingsport, car sa famille n'appréciait pas ces vieilles maisons bizarres et se plaignait de l'état absolument déplorable des canalisations. Ils habitent aujourd'hui un bungalow impeccable à Bristol Highlands, où ne se dresse aucune haute falaise et où les voisins sont citadins et modernes. Mais d'étranges histoires circulent à Kingsport, et même le vieillard redoutable reconnaît l'existence d'un phénomène que son grand-père ne lui avait jamais rapporté. À présent, lorsque le vent du nord souffle avec violence autour de la haute demeure ancienne, qui ne fait qu'un avec le firmament, ce silence sinistre et oppressant, qui avait jusque-là été le tourment des humbles habitants du littoral de Kingsport, se trouve enfin rompu. Les vieillards parlent de voix plaisantes que l'on entend chanter là-haut, et d'un rire gonflé de joie qui surpasse toutes celles de la terre. Ils disent aussi que, le soir, les petites fenêtres basses brillent plus vivement qu'autrefois. Ils affirment encore que la farouche aurore boréale apparaît plus souvent à cet endroit, rayonnant en bleu dans le nord et dévoilant des visions de mondes glacés, tandis que le promontoire et le cottage se découpent, noirs et fantastiques, sur de sauvages éclats de lumière. Les brumes de l'aube sont devenues plus épaisses, et les marins ne sont plus aussi certains que tous les tintements étouffés venus de la mer soient ceux des bouées solennelles. Mais le pire de tout est que les anciennes peurs se flétrissent dans le cœur des jeunes hommes de Kingsport, désormais enclins à écouter, la nuit, les faibles sons lointains portés par le vent du nord. Ils jurent qu'aucun mal ni aucune souffrance ne peuvent habiter le haut cottage au toit pointu, car les voix nouvelles vibrent de bonheur et se mêlent au tintement du rire et de la musique. Ils ignorent quels récits les brumes marines peuvent apporter jusqu'à ce sommet hanté, le plus septentrional de tous, mais ils brûlent de découvrir quelque indice des merveilles qui frappent à cette porte béant sur le gouffre lorsque les nuages sont les plus épais. Les patriarches redoutent que, quelque jour, les jeunes gens partent un à un à la recherche de ce pic inaccessible suspendu dans le ciel et découvrent quel secret séculaire se cache sous le toit escarpé de Bardo, qui appartient tout autant aux rochers et aux étoiles qu'aux peurs antiques de Kingsport. Ils ne doutent pas que ces jeunes téméraires reviendront, mais ils craignent qu'une lumière ait alors disparu de leurs yeux et toute volonté de leur cœur. Ils ne souhaitent pas que la pittoresque Kingsport, avec ses ruelles en pente et ses pignons archaïques, se laisse entraîner sans ardeur au fil des années, tandis que, voix après voix, le cœur rieur devient toujours plus puissant et plus sauvage dans cet inconnu et terrible nid d'aigle, où les brumes et les rêves des brumes s'arrêtent pour se reposer sur leur route de la mer vers les cieux. Ils ne veulent pas que les âmes de leurs jeunes hommes abandonnent les foyers chaleureux et les tavernes aux toits brisés de la vieille Kingsport. Ils ne veulent pas davantage que les rires et les chants, dans ce haut refuge rocheux, deviennent plus sonores. Car, de même que la voix nouvelle a apporté de nouvelles brumes venues de la mer et de nouvelles lumières venues du nord, d'autres voix, disent-ils, en feront venir davantage encore. Alors, peut-être, les dieux des anciens âges, dont ils n'évoquent l'existence qu'à voix basse, de peur que le pasteur congrégationaliste ne les entende, pourront-ils surgir des profondeurs et descendre de l'inconnu Kadat dans le désert glacé, afin d'établir leur demeure sur ce promontoire qui leur convient si sinistrement, si proche des douces collines et des paisibles vallées où vivent de simples pêcheurs. Ils ne le souhaitent pas,
car les gens ordinaires n'accueillent jamais volontiers les choses étrangères à la terre. Et puis, le vieillard redoutable se rappelle souvent ce qu'Aulnay avait raconté au sujet d'un visiteur dont le solitaire de la demeure avait redouté les coups à la porte, ainsi que d'une silhouette noire et curieuse, aperçue à travers la brume, derrière les étranges fenêtres translucides, aux vitres rondes serties de plomb. Toutefois, seuls les anciens peuvent décider de ce qu'il adviendra. En attendant, la brume matinale continue de monter près de ce pic solitaire et vertigineux, dominé par l'antique demeure dressée sur l'escarpement. Cette maison grise aux avant-toits bas, où nul ne se montre jamais, mais dont les fenêtres laissent paraître, le soir, des lueurs furtives, tandis que le vent du nord raconte d'étranges réjouissances. Blanche et légère comme une plume, la brume quitte les profondeurs pour rejoindre ses frères, les nuages, chargés de rêves de pâturages humides et de cavernes où sommeillent des léviathans. Et quand les récits se pressent dans les grottes des tritons, quand les conques des cités d'algues font retentir les airs sauvages appris des anciens, de grandes vapeurs impatientes affluent vers le ciel, lourdes de savoir. Kingsport, blotti avec inquiétude sur ces falaises moins élevées, sous cette prodigieuse sentinelle de pierre suspendue dans les hauteurs, ne distingue plus, en regardant vers l'océan, qu'une blancheur mystique, comme si le bord de la falaise était celui du monde entier, tandis que les cloches solennelles des bouées résonnent librement dans les terres féeriques. La tourbière hantée de Howard Phillips Lovecraft. Denny Barry s'en est allé quelque part, vers je ne sais quelle contrée lointaine et redoutable. J'étais auprès de lui durant la dernière nuit qu'il passa parmi les hommes, et j'entendis ses hurlements lorsque la chose vint à lui. Pourtant, ni les paysans ni la police du comté de Meath ne retrouvèrent jamais sa trace, pas plus que celle des autres, bien qu'ils les eussent cherchés longtemps et au loin. Et aujourd'hui encore, je frissonne lorsque j'entends les grenouilles chanter dans les marais, ou lorsque j'aperçois la lune au-dessus d'un lieu solitaire. J'avais bien connu Denny Barry en Amérique, où il avait fait fortune, et je l'avais félicité lorsqu'il avait racheté l'ancien château de la somnolente Kildare au bord du marais. Son père était originaire de cette région, et Barry désirait profiter de sa richesse au milieu des paysages de ses ancêtres. Autrefois, les hommes de sa lignée avaient régné sur Kildare. Ils avaient bâti le château et y avaient vécu. Mais cette époque était si lointaine que la demeure était restée vide durant des générations, abandonnée à une lente décrépitude. Après son départ pour l'Irlande, Barry m'écrivit souvent. Il me racontait comment, sous sa direction, le château gris retrouvait peu à peu son ancienne splendeur, tour après tour. Comment le lierre recommençait à grimper sur les murs restaurés, comme il l'avait fait tant de siècles auparavant, et comment les paysans le bénissaient d'avoir ramené les jours anciens grâce à l'or qu'il rapportait d'outre-mer. Mais, avec le temps, les difficultés apparurent. Les paysans cessèrent de le bénir et s'enfuirent, comme si un funeste destin menaçait les lieux. Barry m'adressa alors une lettre pour m'inviter à le rejoindre. Il se sentait seul dans le château, n'ayant plus personne à qui parler en dehors des nouveaux domestiques et des ouvriers qu'il avait fait venir du nord. Le marais était à l'origine de tous ces troubles, ainsi que Barry me l'expliqua le soir de mon arrivée. J'avais atteint Kildare au soleil couchant, en plein été. L'or du ciel illuminait le vert des collines et des bosquets, ainsi que le bleu du marais, où, sur un îlot lointain, une étrange ruine antique étincelait comme une apparition. Ce coucher de soleil était d'une grande beauté, mais les paysans de Ballylock m'avaient mis en garde contre Kildare, qu'ils disaient désormais maudite, si bien que je frissonnais presque en voyant les hautes tourelles du château se couvrir de reflets de feu. La voiture de Barry était venue me chercher à la gare de Ballylock, car aucune voie ferrée ne desservait Kildare. Les villageois s'étaient écartés du véhicule et de son chauffeur venu du nord. Mais lorsqu'ils comprirent que je me rendais à Kildare, ils s'approchèrent de moi, le visage blême, pour murmurer leurs avertissements. Cette nuit-là, après nos retrouvailles, Barry m'en expliqua la raison.
Les paysans avaient quitté Kildary parce que Denis Barry projetait d'assécher le vaste marais. Malgré son amour pour l'Irlande, son séjour en Amérique ne l'avait pas laissé inchangé. Il ne supportait pas de voir cette belle étendue demeurer improductive, alors qu'on pouvait y extraire de la tourbe et rendre des terres à la culture. Les légendes et les superstitions de Kildary le laissaient indifférent. Il avait ri lorsque les paysans avaient d'abord refusé de l'aider, puis lorsqu'ils l'avaient maudit avant de partir pour Ballylough avec leurs maigres possessions, ayant compris qu'ils ne renonceraient pas. Pour les remplacer, il avait fait venir des ouvriers du Nord. Lorsque les domestiques l'avaient abandonné à leur tour, il les avait remplacés de la même manière. Mais il souffrait de vivre ainsi parmi des étrangers, et c'était pour cette raison qu'il m'avait demandé de venir. Lorsque j'entendis quelle crainte avait chassé les habitants de Kildary, je ris aussi fort que mon ami, car elles étaient d'une nature aussi vague, extravagante qu'absurde. Elles se rapportaient à une légende invraisemblable concernant le marais et un sinistre esprit gardien qui aurait habité l'étrange ruine antique située sur l'îlot aperçu au coucher du soleil. On racontait que des lumières dansaient durant les nuits sans lune et que des vents glacés se levaient lorsque l'air était chaud. On parlait de spectres vêtus de blanc flottant au-dessus des eaux, ainsi que d'une cité de pierre imaginaire enfouie loin sous la surface spongieuse. Mais la plus persistante de ces croyances, celle sur laquelle tous s'accordaient sans la moindre exception, concernait la malédiction promise à quiconque oserait toucher à la vaste tourbière rougeâtre ou tenter de l'assécher. Certains secrets, disaient les paysans, ne devaient jamais être révélés. Des secrets ensevelis depuis que la peste avait frappé les enfants de Parthollan en ces temps fabuleux qui précèdent l'histoire. Le livre des envahisseurs raconte que tous ces descendants des Grecs furent enterrés à Talact. Pourtant, les vieillards de Kildary affirmaient qu'une cité avait été oubliée de tous, hormis de la déesse lunaire qui la protégeait, si bien que seules les collines boisées l'ensevelirent lorsque les hommes de Némède, venus de City à bord de 30 navires, déferlèrent sur le pays. Telles étaient les histoires insensées qui avaient poussé les villageois à quitter Kildary. Après les avoir entendus, je ne m'étonnais pas que Denis Barry eût refusé de les prendre au sérieux. Il se passionnait cependant pour les antiquités et comptait explorer soigneusement le marais une fois celui-ci asséché. Il avait souvent visité les ruines blanches de l'îlot. Leur extrême ancienneté était évidente et leur forme ne ressemblait guère à celle des autres vestiges d'Irlande. Mais elles étaient trop délabrées pour révéler quoi que ce fût de l'époque où elles avaient connu leur gloire. Les travaux de drainage étaient maintenant sur le point de commencer. Bientôt, les ouvriers du Nord arracheraient au marais interdit sa mousse verte et ses bruyères rouges. Ils tueraient ces minuscules ruisseaux aux lits pavés de coquillages et ces paisibles étangs bleus bordés de roseaux. Après que Barry m'eut raconté tout cela, une profonde somnolence s'empara de moi. Le voyage de la journée m'avait épuisé et mon hôte avait parlé jusque tard dans la nuit. Un domestique me conduisit à ma chambre, située dans une tour isolée qui dominait le village, la plaine longeant le marais et le marais lui-même. De mes fenêtres, sous la clarté lunaire, je pouvais voir les toits silencieux des maisons abandonnées par les paysans, désormais occupées par les ouvriers du Nord. Plus loin se dressait l'église paroissiale avec son antique clocher, et, au-delà de l'étendue assoupie du marais, la vieille ruine de l'îlot brillait, blanche et spectrale. Au moment même où je sombrais dans le sommeil, je crus entendre des sons très faibles venus du lointain. Ils avaient quelque chose de sauvage, presque musical, et éveillèrent en moi une étrange exaltation qui imprégna mes rêves. Mais lorsque je me réveillai le lendemain matin, je me persuadai que tout cela n'avait été qu'un songe, car les visions que j'avais contemplées étaient bien plus merveilleuses que n'importe quelle musique de flûte sauvage entendue dans la nuit. Influencé par les légendes que Barry m'avait rapportées, mon esprit avait erré, durant mon sommeil, autour d'une cité majestueuse bâtie dans une vallée verdoyante. Ses rues de marbre, ses statues, ses villas et ses temples, ses sculptures et ses inscriptions proclamaient tous, d'une voix sans équivoque, la gloire que fut la Grèce. Lorsque je racontai ce rêve à Barry, nous éclatâmes tous deux de rire. Je ris cependant plus fort que lui,
car mon ami paraissait préoccupé par ses ouvriers du Nord. Pour la 6e fois, ils s'étaient tous réveillés très tard, lentement et dans un profond état d'hébétude. Ils semblaient ne pas avoir dormi, bien que chacun eût regagné son lit de bonne heure la veille. Ce matin-là, puis durant l'après-midi, j'errais seul dans le village baigné de soleil, m'entretenant par moments avec les ouvriers désœuvrés. Barry, de son côté, s'occupait des derniers préparatifs avant le commencement des travaux de drainage. Les hommes ne paraissaient pas aussi sereins qu'ils auraient dû l'être. La plupart semblaient troublés par un rêve qu'ils avaient fait, mais dont ils s'efforçaient en vain de retrouver le souvenir. Je leur parlais de mon propre songe, sans éveiller leur intérêt. Mais lorsque j'évoquais les sons étranges que j'avais cru entendre, ils me regardèrent d'une façon singulière et avouèrent qu'ils avaient eux aussi l'impression de se rappeler une musique insolite. Le soir venu, Barry dîna avec moi et m'annonça que le drainage commencerait 2 jours plus tard. Cette nouvelle me réjouit. Bien que je regrettasse de voir disparaître la mousse, la bruyère, les petits ruisseaux et les étangs, je brûlais de plus en plus de découvrir les antiques secrets que pouvait dissimuler l'épaisse couche de tourbe. Cette nuit-là, mes rêves de flûte et de péristyle de marbre connurent une conclusion aussi soudaine qu'inquiétante. Je vis une épidémie s'abattre sur la cité de la vallée, puis les versants boisés s'effondraient dans une effroyable avalanche qui ensevelit les cadavres jonchant les rues. Seul demeura à découvert le temple d'Artémis, perché sur le sommet le plus élevé. Là reposait Cléis, la vieille prêtresse de la lune, froide et silencieuse, une couronne d'ivoire posée sur sa chevelure d'argent. J'ai dit que je m'éveillais brusquement, saisi d'effroi. Durant quelques instants, je fus incapable de savoir si je dormais encore, car le son aigu des flûtes continuait de vibrer à mes oreilles. Mais lorsque j'aperçus sur le plancher les rayons glacés de la lune et la silhouette d'une fenêtre gothique à croisillon, je compris que j'étais bien éveillé, dans le château de Kildary. Une horloge, située sur quelques paliers lointains en contrebas, sonna alors 2 heures, achevant de dissiper mes doutes. Pourtant, la mélodie monotone continuait de me parvenir du lointain. Des airs sauvages et inquiétants qui évoquaient pour moi une danse de faune sur les pentes reculées du mont Ménal. Cette musique m'empêchait de me rendormir. Exaspéré, je bondis hors du lit et me mis à arpenter la pièce. Ce fut par pur hasard que je m'approchai de la fenêtre tournée vers le nord et que je regardais le village silencieux ainsi que la plaine bordant le marais. Je n'avais aucune envie d'observer le paysage. Tout ce que je désirais, c'était dormir. Mais les flûtes me tourmentaient, et il fallait que je fasse quelque chose, que j'occupe mes yeux ou mon esprit. Comment aurais-je pu soupçonner le spectacle qui m'attendait? Là, sur la vaste plaine inondée de lumière lunaire, se déroulait une scène qu'aucun mortel ne pourrait oublier après l'avoir contemplée. Au son des pipeaux de roseaux dont les notes se répercutaient au-dessus du marais, une foule disparate de silhouettes ondoyantes avançait sans bruit, d'une démarche irréelle, emportée dans une danse semblable à celle que les anciens Siciliens exécutaient peut-être autrefois en l'honneur de Déméter, sous la lune des moissons, auprès de la Cyanée. L'immensité de la plaine, la lumière dorée, les formes mouvantes plongées dans l'ombre, et par-dessus tout, la plainte aiguë et monotone des flûtes produisirent sur moi un effet presque paralysant. Malgré ma terreur, je remarquai que la moitié de ces danseurs infatigables aux gestes mécaniques étaient les ouvriers que je croyais endormis. Les autres étaient d'étranges créatures aériennes vêtues de blanc, dont la nature demeurait indistincte, mais qui évoquaient les naïades pâles et mélancoliques des sources hantées du marais. J'ignore combien de temps je contemplais cette scène depuis la fenêtre de la tour solitaire. Soudain, je m'effondrais, englouti par un évanouissement sans rêve, dont seul le soleil déjà haut du matin parvint à me tirer.
À mon réveil, ma première impulsion fut de raconter à Denis Barry tout ce que j'avais vu et toutes les craintes qui m'assaillaient. Mais lorsque j'aperçus la lumière du soleil à travers les croisillons de la fenêtre orientale, je me persuadai que cette vision ne pouvait avoir aucune réalité. Il m'arrive d'être en proie à d'étranges hallucinations, mais jamais je ne laisse aller jusqu'à croire en elles. Je me contentai donc d'interroger les ouvriers. Ils avaient dormi très tard et ne se souvenaient de rien concernant la nuit précédente, si ce n'est de rêves confus traversés par des sons stridents. Cette question de la musique spectrale me tourmentait beaucoup. Je me demandais si les grillons de l'automne n'étaient pas apparus avant la saison, venus troubler la nuit et hanter les songes des hommes. Plus tard dans la journée, j'observai Barry dans la bibliothèque, penché sur les plans du grand chantier qui devait commencer le lendemain. Pour la première fois, je ressentis un peu de cette peur qui avait chassé les paysans. Sans pouvoir en expliquer la raison, la seule idée de bouleverser l'ancien marais et ses secrets privés de soleil m'épouvantait. J'imaginais d'effroyables choses, noires, enfouies sous l'insondable profondeur de la tourbe accumulée au fil des siècles. Il me semblait imprudent de ramener ces secrets à la lumière, et je commençais à chercher un prétexte pour quitter le château et le village. J'allais jusqu'à aborder le sujet d'un ton détaché avec Barry, mais je n'osais poursuivre après qu'il eut laissé éclater son rire sonore. Je gardai donc le silence lorsque le soleil se coucha dans un éclat resplendissant derrière les collines lointaines et que Kildare s'embrasa de rouge et d'or dans une lumière qui ressemblait à un présage. Je ne saurais jamais si les événements de cette nuit furent réels ou s'ils ne relevèrent que de l'illusion. Ils dépassent assurément tout ce que nous pouvons concevoir de la nature et de l'univers. Pourtant, aucune explication ordinaire ne permet de comprendre les disparitions dont chacun constata la réalité par la suite. Je me retirai de bonne heure, l'esprit empli d'effroi, et demeurai longtemps incapable de dormir dans le silence surnaturel de la tour. L'obscurité était profonde. Bien que le ciel fût dégagé, la lune était désormais bien avancée dans son déclin et ne se lèverait que plusieurs heures après minuit. Étendu dans mon lit, je pensais à Denis Barry, ainsi qu'au sort qui attendait le marais lorsque le jour se lèverait. Je fus presque saisi d'une impulsion frénétique. Sortir dans la nuit, prendre la voiture de Barry et fuir à toute vitesse vers Balilo, loin de ces terres menacées. Mais avant que ma peur pût se transformer en action, je m'endormis. Dans mes rêves, je contemplais la cité de la vallée, froide et morte, sous un linceul d'ombre hideuse. Ce fut probablement le son aigu des flûtes qui me réveilla. Pourtant, ce ne fut pas lui que je remarquai en premier lorsque j'ouvris les yeux. Je reposais le dos tourné vers la fenêtre orientale qui donnait sur le marais, du côté où devait se lever la lune décroissante. Je m'attendais donc à voir sa lumière se projeter sur le mur d'en face. Mais je n'étais pas préparé au spectacle qui apparut. Une clarté brillait effectivement sur les panneaux de bois, mais ce n'était pas celle de la lune. Un rayon rouge, terrible et fulgurant, traversait la fenêtre gothique. Toute la chambre baignait dans une splendeur intense, étrangère à ce monde. Ma première réaction fut étrange, mais ce n'est que dans les récits qu'un homme accomplit toujours le geste attendu et théâtral. Au lieu de regarder par la fenêtre en direction du marais pour découvrir l'origine de cette lumière, je détournai les yeux, paralysé par la panique, et m'habillai maladroitement avec l'idée confuse de m'enfuir. Je me souviens d'avoir saisi mon revolver et mon chapeau, mais, avant que tout fût terminé, je les avais perdus tous les deux, sans avoir tiré avec l'un ni mis l'autre sur ma tête. Après un certain temps, la fascination exercée par la lueur rouge finit par triompher de ma terreur. Je rampais jusqu'à la fenêtre orientale et regardais au dehors, tandis que les flûtes, dans une plainte incessante et démente, faisaient vibrer le château tout entier et propageaient leurs échos au-dessus du village. Un déluge de lumière flamboyante, écarlate et sinistre se répandait sur le marais.
Il jaillissait de l'étrange ruine antique située sur l'îlot lointain. Je suis incapable de décrire l'apparence qu'avait prise cette ruine. J'avais dû perdre la raison, car elle me semblait maintenant se dresser dans toute sa majesté, intacte et resplendissante, ceinte de colonnes. Le marbre de son entablement reflétait les flammes et perçait le ciel comme le sommet d'un temple élevé sur une montagne. Les flûtes se mirent à hurler, tandis que des tambours commençaient à battre. Alors que je regardais, partagé entre l'émerveillement et l'effroi, je crus distinguer des formes obscures qui bondissaient, grotesquement découpées sur cette vision de marbre et de lumière. Le spectacle avait quelque chose de titanesque, d'absolument inconcevable. J'aurais pu demeurer là indéfiniment si les sons des flûtes n'avaient paru s'intensifier sur ma gauche. Tremblant d'une terreur étrangement mêlée d'extase, je traversai la chambre circulaire pour gagner la fenêtre du nord, d'où je pouvais voir le village et la plaine bordant le marais. Mes yeux s'écarquillèrent de nouveau sous l'effet d'une stupeur aussi violente que si je ne venais pas de détourner le regard d'un spectacle situé au-delà des limites de la nature. Sur la plaine baignée d'une lumière rouge et funèbre, avançait une procession d'êtres animés de mouvements que nul homme n'avait jamais contemplés ailleurs que dans ses cauchemars. Glissant à demi sur le sol, flottant à demi dans les airs, les spectres du marais vêtus de blanc reculaient lentement vers les eaux immobiles et les ruines de l'île. Ils évoluaient selon des formations fantastiques, évoquant quelques danses cérémonielles, anciennes et solennelles. Leurs bras translucides ondulaient, guidés par l'odieuse musique des flûtes invisibles. D'un geste rythmé et surnaturel, ils appelaient une troupe d'ouvriers titubants qui les suivaient comme des chiens, avançant à l'aveugle, sans penser, trébuchant lourdement comme s'ils étaient entraînés par la volonté maladroite mais irrésistible d'un démon. Tandis que les naïades approchaient du marais sans dévier de leur trajectoire, une nouvelle file de silhouettes chancelantes sortit du château par une porte située loin au-dessous de ma fenêtre. Elles avançaient en zigzagant comme des ivrognes, traversèrent à tâtons la cour, puis la portion de village qui les séparait de la plaine, avant de rejoindre la colonne vacillante des ouvriers. Malgré la distance, je compris aussitôt qu'il s'agissait des domestiques venus du nord. Je reconnus notamment la silhouette disgracieuse et massive du cuisinier, dont l'allure autrefois ridicule revêtait désormais un caractère tragique au-delà de toute expression. Les flûtes poussèrent des notes atroces, et j'entendis de nouveau les tambours battre du côté de la ruine insulaire. Alors, silencieuses et gracieuses, les naïades atteignirent l'eau et se fondirent l'une après l'autre dans l'antique marais. La file de leurs poursuivants, sans jamais ralentir, s'y engagea maladroitement à leur suite. Tous disparurent dans de minuscules tourbillons de bulles malsaines que je distinguais à peine sous la lumière écarlate. Lorsque le dernier de ces êtres pitoyables, le gros cuisinier, s'enfonça lourdement dans les eaux sombres, les flûtes et les tambours se turent. Au même instant, les aveuglants rayons rouges jaillis des ruines s'éteignirent brusquement, abandonnant le village condamné, solitaire et désolé, sous les pâles lueurs d'une lune qui venait de se lever. Mon esprit sombra alors dans un chaos impossible à décrire. Incapable de savoir si j'étais fou ou sain d'esprit, endormi ou éveillé, je ne dus mon salut qu'à une sorte d'engourdissement miséricordieux. Je crois avoir accompli des gestes absurdes, comme adresser des prières à Artémis, Latone, Déméter, Perséphone et Pluton. Tout ce qu'il me restait de mes études classiques me monta aux lèvres, car l'horreur de la situation réveillait mes superstitions les plus profondes. J'avais le sentiment d'avoir assisté à la mort d'un village entier. Je savais que j'étais désormais seul dans le château avec Denis Barry, dont l'audace avait provoqué cette malédiction. Lorsque je pensais à lui, de nouvelles terreurs me secouèrent de convulsions et je m'effondrais sur le sol. Je ne m'évanouis pas, mais mon corps refusa de m'obéir. Puis, je sentis le souffle glacé qui entrait par la fenêtre orientale, où la lune venait de paraître, et j'entendis des cris monter des profondeurs du château.
Ces hurlements atteignirent bientôt une intensité et une nature qu'aucun mot ne saurait rendre, et dont le seul souvenir suffit encore à me faire défaillir. Tout ce que je puis dire, c'est qu'ils provenaient d'une chose que j'avais autrefois connue comme un ami. À un moment quelconque de cette période d'épouvante, le vent glacial et les hurlements durent finir par me tirer de ma torpeur, car le souvenir suivant que je conserve est celui d'une course folle à travers des chambres et des couloirs plongés dans une obscurité d'encre, puis au-delà de la cour, jusque dans l'abominable nuit. On me retrouva à l'aube, errant près de Balilog, l'esprit anéanti. Pourtant, ce qui acheva de briser ma raison ne fut aucune des horreurs que j'avais vues ou entendues auparavant. Tandis que j'émergeais lentement de ces ténèbres intérieures, je ne cessais de marmonner au sujet de deux incidents extraordinaires survenus durant ma fuite. Ils pourraient sembler insignifiants, mais ils me hantent sans relâche lorsque je me retrouve seul dans certains lieux marécageux ou sous la lumière de la lune. Alors que je fuyais le château maudit en longeant le marais, j'entendis un son nouveau. Il était commun et pourtant différent de tous ceux que j'avais jusque-là entendus à Kildare. Les eaux stagnantes, qui peu de temps auparavant ne contenaient aucun animal, grouillaient maintenant d'une multitude de grenouilles énormes et visqueuses. Elles poussaient sans interruption des cris aigus dont la finesse paraissait étrangement incompatible avec leur taille. Gonflées, verdâtres, luisantes sous les rayons de la lune, elles semblaient toutes lever les yeux vers la source de cette lumière. Je suivis le regard d'une grenouille particulièrement grosse et hideuse, et j'aperçus alors la seconde chose qui me ravit le peu de raison qu'il me restait. Depuis l'étrange ruine antique située sur l'îlot lointain jusqu'à la lune décroissante, s'étirait, me sembla-t-il, un rayon de lumière pâle et frémissante qui ne produisait aucun reflet sur les eaux du marais. Le long de ce chemin livide, mon imagination fiévreuse crut voir une ombre mince se tordre en s'élevant lentement, une silhouette vague et contorsionnée qui se débattait comme si des démons invisibles l'attiraient à eux. Malgré ma folie, je reconnus dans cette ombre effroyable une monstrueuse ressemblance, une caricature répugnante et impossible, une effigie blasphématoire de celui qui avait autrefois été Denis Bary.